qu'il faut retenir quand même. Voilà. Ils disent quoi ? Ils disent... Il est environ 16h. Ce lundi 17 août 2026. Sur une route des Deux-Sèvres, une Mini avance vers la côte atlantique. À bord, un couple en vacances. Quelques jours de repos les attendent, loin de Paris, des studios de cinéma et des défilés. Puis, en quelques secondes, tout s'arrête. Une manœuvre de dépassement. Un poids lourd arrive en sens inverse. Le choc est frontal, terrible. Lorsque les secours interviennent près d'Airvolt, il est déjà trop tard pour les deux occupants de la voiture. Mais, à cet instant, presque personne ne sait encore qui vient de mourir. Pendant quelques heures, l'affaire ressemble à l'un de ces drames routiers que l'on découvre dans les informations locales. 2 victimes, une voiture, un camion, une enquête. Puis, le lendemain, les identités sont confirmées. Et soudain, 2 mondes se figent. L'homme s'appelle Nicolas Altmaier, 61 ans. Son visage n'est pas connu de tous, mais des millions de Français connaissent ses films. Avec son frère Eric, il a accompagné pendant près de 30 ans des succès comme Brise de Nice et OSS 117, mais aussi des œuvres de François Ozon et, plus récemment, Monsieur Aznavour. La femme assise à ses côtés s'appelle Mathilde Favier, 57 ans. Elle aussi travaillait dans l'ombre, mais son royaume n'était pas le cinéma, c'était la haute couture. Au cœur de Christian Dior Couture, Mathilde avait passé des années à construire des relations avec les célébrités, à préparer ces apparitions que le monde entier regarde à Cannes, aux grandes premières ou lors des cérémonies internationales. Lui produisait les films. Elle accompagnait ceux qui les incarnaient lorsqu'ils entraient dans la lumière. 2 personnalités influentes, mais étonnamment discrètes. 2 professionnels habitués à faire briller les autres sans chercher à devenir eux-mêmes des vedettes. Et ce lundi d'août, ils ne se rendaient ni à une avant-première, ni à un festival, ni à un rendez-vous important. Ils étaient simplement en vacances. C'est peut-être ce détail qui rend l'histoire si brutale. Car quelques heures auparavant, rien ne semblait annoncer la catastrophe. Il y avait encore la mer à rejoindre, des journées d'été à vivre, des personnes à retrouver. Mathilde partageait même récemment des images lumineuses de ses vacances. Un coucher de soleil, une robe rouge près de l'eau, une table dressée, quelques plaisirs simples. Des photographies ordinaires qui, 48 heures plus tard, allaient prendre une signification bouleversante. Que s'est-il passé sur cette route ? Selon les premiers éléments rapportés, la Mini effectuait une manœuvre de dépassement lorsqu'elle est entrée en collision avec le poids lourd venant en sens inverse. Le conducteur du camion a été entendu et les premières analyses n'ont révélé ni alcool ni stupéfiant. Le parquet de Niort doit encore reconstituer ces quelques secondes. Position des véhicules, vitesse, visibilité, configuration de la chaussée et déroulement exact de la manœuvre. Une poignée de secondes que les enquêteurs vont tenter de comprendre. Une poignée de secondes qui a suffi pour arrêter 2 vies construites pendant des décennies. Très vite, les hommages vont affluer. Dior va pleurer Mathilde, le cinéma français va pleurer Nicolas, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Carla Bruni et de nombreuses personnalités vont trouver des mots pour raconter ceux que le public connaissait finalement si peu. Et un mot surtout va revenir autour de Mathilde, combattante. Pourquoi ce mot ? Pourquoi tant de personnes parlent-elles de son courage, de ses épreuves et de cette étrange lumière qu'elle semblait conserver malgré tout ? Pour le comprendre, il faut remonter bien avant cette route d'Airvolt. Car derrière Mathilde Favier se cachait une femme que le grand public connaissait à peine, mais que certaines des plus grandes stars du monde connaissaient personnellement. À Paris, certaines personnes deviennent célèbres parce qu'elles sont photographiées, d'autres deviennent indispensables parce qu'elles savent exactement qui doit être photographié, avec quoi, à quel moment et sous quelle lumière. Mathilde Favier appartenait à cette seconde catégorie. Bien avant de devenir l'une des figures discrètes de Christian Dior Couture, son parcours n'avait pourtant rien d'une ligne droite tracée d'avance. Elle étudie l'histoire de l'art et les langues étrangères, puis entre dans la presse, pendant plusieurs années travaille notamment chez Glamour, avant de poursuivre dans la mode chez Femina Hebdo. Elle apprend alors quelque chose qui lui servira toute sa vie. Dans cet univers, une image n'est jamais seulement une image. Elle raconte une histoire, construit une réputation et peut parfois transformer une carrière. Mathilde passe ensuite par Dior, puis rejoint Prada. Pendant 11 années, elle contribue à développer en France la communication de Prada et Miu Miu. Elle se constitue progressivement ce que certains décriront comme l'un de ses plus grands talents. Un réseau exceptionnel, mais pas simplement un carnet rempli de numéros de téléphone. Mathilde se souvient des anniversaires.
des familles, des conversations précédentes. Elle sait quand appeler et surtout quand ne pas appeler. Dans un milieu où chacun veut quelque chose de quelqu'un, elle comprend que la confiance vaut parfois davantage que n'importe quelle campagne publicitaire. Lorsqu'elle revient chez Dure Couture au début des années 2010, cette qualité devient essentielle. Car son métier consiste notamment à travailler au plus près des célébrités. Imaginez Cannes. Une actrice doit monter les marches dans quelques heures. Des centaines de photographes l'attendent. Sa robe sera analysée dans le monde entier avant même que le film qu'elle vient défendre ait commencé. Mais derrière ces quelques minutes de perfection apparente, il y a des essayages, des négociations, des changements de dernière minute, parfois des hésitations et des crises. Mathilde évolue précisément dans cet espace invisible. Elle ne voit pas seulement une star internationale. Elle voit une femme qui peut avoir peur que la robe tombe mal, qu'une photographie devienne virale pour de mauvaises raisons, ou simplement de ne pas se sentir elle-même devant les caméras. Et c'est là que sa personnalité fait la différence. Elle écoute, elle rassure, elle crée du lien. Son travail traverse aussi une révolution majeure. Lorsqu'elle commence, le pouvoir appartient encore largement aux magazines, aux rédactrices en chef et aux photographes. Puis arrive Instagram, les influenceurs et une nouvelle génération de célébrités capables de toucher des millions de personnes sans passer par le cinéma. Le luxe parisien doit apprendre une nouvelle langue. Mathilde, elle, traverse ces deux époques, mais Dior n'est pas seulement une étape professionnelle dans son histoire. La mode touche aussi à son univers familial. Sa sœur, Victoire de Castellane, s'est elle-même imposée comme une figure majeure de la joaillerie Dior. Deux femmes d'une même famille. Deux fonctions différentes, mais une même maison et une même compréhension presque instinctive de ce monde. Pourtant, derrière les défilés, les robes et les dîners prestigieux, Mathilde conservait une vie beaucoup plus simple que l'image de son métier pourrait le laisser croire. Son Instagram en disait quelque chose. De l'art, des intérieurs, des repas, des voyages, la mer, quelques chants plaisirs ordinaires et surtout cette capacité à regarder un détail auquel d'autres ne prêteraient aucune attention. Car pour comprendre complètement Mathilde, il manque encore l'autre moitié de cette histoire. Un homme qui, lui aussi, avait choisi les coulisses. Un homme dont le nom restait inconnu de nombreux spectateurs, alors même que des millions de Français avaient ri grâce au film qu'il avait décidé de produire. Pendant que Mathilde Favier apprenait à maîtriser les codes de la mode et de l'image, Nicolas Altmayer construisait son propre royaume. Un royaume fait de scénarios, de budgets, de tournages et surtout de paris. Car un producteur de cinéma exerce un métier étrange. Quand un film triomphe, le public applaudit les acteurs et retient le nom du réalisateur. Mais celui qui a trouvé l'argent, défendu le scénario et accepté de prendre le risque reste souvent dans l'ombre. Nicolas connaissait parfaitement cette place. Diplômé de Paris-Dauphine, il n'arrive d'ailleurs pas dans le cinéma par la voie la plus romantique. Il passe par la finance et travaille notamment comme directeur financier dans la production. Mais derrière les chiffres, apparaît rapidement une autre qualité, l'instinct. Et surtout, Nicolas n'est pas seul. Avec son frère Eric, il développe Mandarin, une aventure professionnelle qui va durer près de 3 décennies. 2 frères, une société et une conviction. Un film populaire peut être ambitieux et un projet audacieux peut rencontrer un immense public. Au début des années 2000, cette philosophie va être mise à l'épreuve. Un personnage blond, obsédé par le surf alors qu'il attend désespérément une vague à Nice, arrive sur grand écran. Son nom, Brice. Brice de Nice aurait pu rester une plaisanterie de quelques minutes. Le film devient pourtant un phénomène populaire. Des millions de spectateurs découvrent Jean Dujardin dans ce personnage extravagant et certaines répliques entrent dans la culture populaire. Mais l'année suivante arrive un pari encore plus étrange. OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Un faux film d'espionnage à l'esthétique des années 1950, avec un héros arrogant, maladroit, totalement dépassé par le monde qui l'entoure. Sur le papier, rien ne garantit que le public comprendra le second degré. Nicolas et son équipe prennent le risque. Le résultat dépasse le simple succès commercial. Hubert Bonisseur de la Batte devient un personnage culte. Michel Hazanavicius impose un ton singulier. Jean Dujardin trouve l'un de ses rôles les plus emblématiques. Puis, OSS 117, Rio ne répond plus. Confirme que le premier succès n'était pas un accident. On pourrait alors croire que Nicolas Altmayer avait trouvé sa formule, produire des comédies populaires et recommencer.
Mais c'est précisément ici que son parcours devient plus intéressant. Car réduire sa carrière à Brise de Nice et OSS 117 serait une erreur. Avec François Ozon, Mandarin accompagne une série impressionnante de films. Dans la maison, Jeune en Jolie, France, Été 85, tout s'est bien passé. Puis vient, grâce à Dieu, un projet autrement plus sensible, consacré aux violences sexuelles dans l'Église catholique. Le film entraîne controverse et risque juridique. Le produire signifie accepter une pression très différente de celle d'une comédie populaire. Ils le font malgré tout. Le film reçoit le Grand Prix du jury à Berlin et participe à un débat national. Nicolas accompagne également Saint-Laurent de Bertrand Bonello, Chocolat de Roche Dizem, puis des projets liés à une nouvelle génération de cinéastes jusqu'à Julia Ducournau. Et à 61 ans, il ne ralentissait pas. Monsieur Aznavour, porté par Tahar Rahim et réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, montre encore cette capacité à passer d'un univers à l'autre. Voilà peut-être ce qui définissait le mieux Nicolas Altmayer. Ne jamais choisir définitivement entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Avec Eric, cette constance sera reconnue par la profession, notamment lorsque les deux frères reçoivent le prix Daniel Tosquin du Plantier en 2017. Près de 30 années à travailler ensemble, à discuter des scénarios, à prendre des risques, à connaître des succès et certainement des nuits où personne ne savait encore si le prochain film fonctionnerait. Puis, le 17 août 2026, cette association fraternelle s'arrête brutalement, mais entre les tournages de Nicolas et les défilés de Mathilde, une autre histoire s'était construite. Et il existe un endroit où leurs deux mondes, pourtant si différents, ne pouvaient que finir par se croiser. À première vue, tout semblait séparer Mathilde Favier et Nicolas Altmayer. Elle vivait au rythme des collections, des essayages et des défilés. Lui, au rythme des scénarios, des financements et des tournages. La mode pense en saison. Le cinéma construit parfois ses projets plusieurs années à l'avance. Et pourtant, il existe un endroit où ces deux univers finissent toujours par se rencontrer. Le tapis rouge. Cannes, les Césars, Marrakech, les grandes avant-premières, là le cinéma et la haute couture deviennent presque inséparables. Une actrice vient défendre un film, mais la robe qu'elle porte peut, elle aussi, faire le tour du monde. Nicolas pouvait avoir produit le film. Mathilde pouvait avoir travaillé sur l'apparition de celle qui allait le représenter devant les photographes. C'est dans cet univers commun que leurs chemins se sont croisés. Les éléments disponibles ne permettent pas de raconter avec certitude leur toute première rencontre, mais une chose ressort de leur histoire. Ils partageaient une même relation à la célébrité. Ils faisaient briller les autres, tout en restant eux-mêmes dans l'ombre. Nicolas mettait des acteurs devant la caméra. Mathilde accompagnait des stars lorsque tous les objectifs se tournèrent vers elle. Mais eux, ils apparaissaient rarement ensemble. Dans un milieu où certains couples transforment chaque sortie en événement médiatique, Mathilde et Nicolas avaient choisi la discrétion. Peu de confidences, peu de photographies communes, aucune volonté apparente de transformer leur relation en spectacle. Mathilde avait pourtant trouvé une formule bouleversante pour parler de Nicolas. La joie de ma vie. Quelques mots seulement, mais peut-être suffisants. L'une de leurs rares photographies publiques prendra d'ailleurs un sens complètement différent après le drame. En novembre 2025, au Festival international du film de Marrakech, ils posent ensemble. Ils sourient. Rien ne laisse évidemment imaginer que quelques mois plus tard, cette image deviendra celle que de nombreux médias utiliseront pour raconter leur disparition. Une photographie heureuse transformée, brutalement, en souvenir. Derrière ce couple existaient également deux familles. Mathilde était mère. Nicolas était lui aussi père de plusieurs enfants issus d'une précédente union. Leur relation réunissait donc deux existences déjà construites, deux histoires familiales et deux carrières commencées bien avant eux. Puis arrive l'été 2026. Pour une fois, il n'est plus question de cinéma ou de haute couture. Pas de première, pas de festival, pas de robe à choisir. Le 17 août, Mathilde et Nicolas sont simplement sur la route des vacances. La mère les attend. Une destination, probablement des repas, des promenades, des personnes à retrouver, une journée ordinaire. Et c'est précisément ce qui rend la suite si brutale. Après avoir passé leur vie dans des univers extraordinaires, leur histoire s'interrompt pendant quelque chose que nous faisons tous. Monter dans une voiture en pensant déjà à l'endroit où nous arriverons quelques heures plus tard. Ils n'y arriveront jamais. Le lendemain, lorsque leurs noms sont rendus publics, leurs deux mondes se rejoignent une dernière fois.
Acteurs, producteurs, amis et figures de la mode commencent à publier leurs hommages. Mais dans les messages consacrés à Mathilde, certains mots reviennent avec une insistance troublante. Courage, épreuve, lumière, combattante. Pourquoi parler autant de combat pour une femme que le public connaissait surtout à travers Dior, les célébrités et les tapis rouges, parce que derrière son sourire se cachait une épreuve beaucoup plus intime. Lorsque la mort de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer devient publique, deux mondes commencent à parler presque en même temps. Chez Dior, le choc est immense. Delphine Arnault ne rend pas seulement hommage à une collaboratrice. Elle évoque une femme profondément attachée à la vie, son optimisme, sa fidélité, mais aussi son courage. Dans le cinéma, Jean Dujardin partage sa tristesse face à la disparition du couple. Carla Bruni publie à son tour des souvenirs personnels. D'autres proches parlent de son sourire, de son énergie, de cette capacité presque déroutante à rester lumineuse. Puis vient le message de Marion Cotillard. Et certains mots commencent à former une étrange répétition. Épreuve, courage, lumière, combattante. Pourquoi autant insister sur le combat lorsqu'on parle d'une femme que le public connaissait surtout à travers Dior, les célébrités et les tapis rouges ? Marion Cotillard évoque une Mathilde qui avait traversé de nombreuses épreuves et qui, chaque fois, semblait se relever avec encore davantage de lumière. Ce n'était pas seulement une formule, car derrière l'élégance et cette joie de vivre se cachait une bataille beaucoup plus intime. Mathilde avait affronté un cancer du sein. Elle connaissait donc cette expérience où, brutalement, le calendrier professionnel, les défilés, les invitations et les rendez-vous cessent d'être l'essentiel. Une maladie grave vous oblige à regarder le temps autrement. Mais Mathilde n'avait pas seulement traversé cette épreuve. Elle avait choisi d'en faire quelque chose. Son engagement auprès d'Esthétique and Cancer donne alors une profondeur différente à toute son histoire professionnelle. Pendant des années, Mathilde avait travaillé dans un univers obsédé par la beauté. Robe parfaite, haute couture, visage célèbre, photographie destinée à faire le tour du monde. Mais auprès des personnes confrontées au cancer, la beauté ne signifiait plus être spectaculaire. Elle signifiait parfois simplement retrouver confiance. Continuer à prendre soin de soi, se regarder dans un miroir et reconnaître encore la personne derrière la maladie. La beauté devenait une question de dignité et de reconstruction. Et soudain, les mots employés par ses proches deviennent plus faciles à comprendre. Sa lumière n'était peut-être pas celle d'une femme à qui la vie avait tout épargné. Elle venait aussi d'une femme qui savait que tout pouvait basculer. Puis, au milieu des hommages des célébrités, arrive un message beaucoup plus intime. Celui de son fils, Carlo. Quelques semaines auparavant, Mathilde célébrait encore son anniversaire. Désormais, Carlo doit essayer de mettre des mots sur quelque chose qui, selon lui, semble n'avoir aucun sens. Il parle de sa mère comme d'une femme qui incarnait la vie et la joie, puis il fait une promesse. Sa sœur Héloïse est là, la famille restera unie. Ils prendront soin les uns des autres, comme Mathilde avait toujours pris soin d'eux. Comme s'il voulait répondre à la question qu'une mère aurait pu se poser avant de partir. Que vont-ils devenir sans moi ? Carlo lui dit, en substance, de ne pas s'inquiéter. Ils seront ensemble. Ils veilleront les uns sur les autres. Et après les hommages de Dior, les messages des stars et tous les grands mots employés pour raconter une carrière exceptionnelle, il termine simplement comme un fils parlant à sa mère. « Bonne nuit, maman !» À cet instant, Mathilde Favier n'est plus la femme de Dior. Elle est une mère, une sœur, une amie. Une femme qui avait déjà connu la peur de voir la vie basculer, qui s'était relevée et qui avait choisi d'aider d'autres personnes à se reconstruire. 48 heures avant le drame, Mathilde Favier ne publie aucun message d'adieu. Aucune phrase mystérieuse, aucun pressentiment, aucun signe annonçant ce qui va arriver. Elle partage simplement son été. Et c'est précisément cela qui rend aujourd'hui ces images si bouleversantes. Sur son dernier carrousel Instagram, il y a la mer, une lumière dorée de fin de journée, Mathilde marchant près de l'eau dans une robe rouge, puis cette plaisanterie légère autour de 2 paires de sandales, mon été dans une sandale. Il y a aussi une table soigneusement dressée, 2 croissants au chocolat. Des détails ordinaires, presque insignifiants. Avant le 17 août, ces photographies racontaient simplement les vacances d'une femme heureuse. Après le drame, notre regard ne peut plus être le même. La robe rouge devient l'une de ses dernières images publiques. La table semble attendre des conversations qui devaient encore avoir lieu. Les croissants rappellent ces petits matins auxquels nous n'accordons presque aucune importance parce que nous sommes convaincus qu'il y en aura d'autres. Mais il faut être prudent. Ces photographies ne sont pas un présage.
Mathilde ne savait pas ce qui allait arriver, elle ne rédigeait pas un testament, elle ne disait pas adieu à ceux qui la suivaient. Elle vivait tout simplement. Et peut-être est-ce là que ces images rejoignent profondément son histoire. Mathilde avait déjà connu la maladie et la fragilité de l'existence. Pourtant, ce qu'elle choisissait encore de partager n'était pas la peur. C'était la lumière, la mer, l'humour, un repas. Une table préparée pour recevoir ceux qu'elle aimait. Puis arrive le lundi 17 août. Mathilde et Nicolas reprennent la route. Une destination les attend. Une suite de vacances qu'ils pensent encore avoir devant eux. Mais près d'Hervolt, tout s'arrête. L'enquête ouverte par le parquet de Niort devra établir précisément les circonstances de la collision. Certains éléments sont connus, d'autres restent à déterminer, et aucune responsabilité définitive ne doit être attribuée avant les conclusions des enquêteurs. Cette histoire n'a d'ailleurs pas besoin d'un coupable désigné trop vite pour être tragique. Elle l'est déjà. Nicolas laisse derrière lui près de 30 années de cinéma, Brise de Nice, OSS 117, François Ozon, Monsieur Aznavour, des films très différents, mais aussi une aventure construite pendant 3 décennies avec son frère Eric. Mathilde laisse un héritage plus difficile à mesurer. Des stars qu'elle a accompagnées, des images qu'elle a contribué à créer, des amitiés, une famille, son engagement auprès de personnes confrontées à la maladie et cette réputation de femme lumineuse que les hommages ont révélée au grand public. Et puis restent ses photographies. La mer est toujours là. La robe rouge bouge encore dans le vent, la table demeure dressée. Rien n'a changé dans les images. Un faux tamin, ce sont ceux qui les regardent qui ont changé. Il y a peut-être là le dernier paradoxe de leur histoire. Mathilde Favier et Nicolas Altmaier ont passé une grande partie de leur carrière à placer les autres sous la lumière. Il aura fallu leur disparition pour que le grand public regarde enfin ceux qui se tenaient derrière. Alors, une question demeure. Savons-nous reconnaître les personnes qui travaillent dans l'ombre avant qu'un drame ne nous oblige à découvrir leur visage ? Et vous, quel film produit par Nicolas Altmaier vous a le plus marqué ? Et que retenez-vous du parcours de Mathilde Favier ? Partagez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Car derrière les films, les robes et les tapis rouges, il reste toujours l'essentiel. Les êtres humains qui ont rendu toute cette lumière possible.